Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, où on s'intéressera donc à l'investissement dans l'immobilier. En l'occurrence, on regardera une manière assez originale pour les seniors de monétiser leur immobilier via la vente de la nue propriété de celui-ci. On s'intéressera également aux avantages de ce mécanisme pour les investisseurs. Nous en parlerons avec Thomas Abinal, le cofondateur de Monetivia. Et puis ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous consacrerons à l'un des placements privilégiés des Français, à savoir le livret A. Celui-ci devrait voir son taux de rémunération revalorisé d'ici quelques jours. On se demandera pourquoi ensemble dans un premier temps, mais nous évoquerons également l'impact de l'inflation sur un placement comme celui-ci avec Florence Legros, économiste et directeur général d'ICN Business School, mais aussi Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les lundis par les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier dans Smart Patrimoine. On va s'intéresser aujourd'hui à l'achat en nue propriété et à son potentiel pour les investisseurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Abinal, le cofondateur de Monetivia. Bonjour Thomas Abinal. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais en introduction, on va parler d'investissement en nue propriété. On peut peut-être commencer par faire rapidement une définition de ce que c'est que la nue propriété. On en parle souvent, mais c'est quand même toujours important de rappeler ce que c'est. Alors le principe de la nue propriété, c'est de pouvoir dissocier la propriété d'un bien de son usage. D'accord. Donc, on va avoir typiquement un investisseur qui va acheter un bien, mais qui ne va pas pouvoir l'occuper ou le louer. Et de l'autre côté, quelqu'un qui va conserver ce droit d'utilisation et de mise en location, par exemple, du bien. C'est ça, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Il y a la nue propriété et l'usufruit. Si, entre guillemets, la nue propriété, c'est les murs, mais on n'a pas le droit d'y habiter, entre guillemets, puisque c'est l'usufruit qui fait qu'on va avoir l'usage du bien en question. Absolument. Juridiquement, c'est exactement ces deux notions, nue propriété, usufruit. Et alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme de démembrement de propriété pour faire de l'investissement immobilier ? Alors, typiquement, la grande clé d'entrée dans ce sujet pour les investisseurs, c'est de se dire, au lieu d'acheter un bien et de le mettre en location, ce qui est quand même la logique immédiate d'un investisseur immobilier. L'investissement locatif ou l'investissement immobilier le plus classique. On va préférer là acheter un bien occupé, ne pas toucher de loyer. D'accord. Avec ce qui a un certain nombre d'avantages, notamment en termes de risque. D'accord. Et puis du coup, on va acheter ce bien moins cher, puisqu'on va percevoir finalement des loyers sous forme de réduction de prix à l'entrée. C'est ça la mécanique. Parce qu'on pourrait aussi se dire qu'on achète un bien avec déjà un locataire dedans, et donc on est assuré d'avoir des loyers. Là, ce que vous dites, c'est que finalement, il vaut mieux, on n'achète que la nue propriété, et au lieu de toucher des loyers, on va avoir une réduction de prix à l'entrée. Voilà, c'est ça. Alors ça intéresse qui ? On commence déjà à le comprendre. Ça intéresse des investisseurs qui ne veulent pas habiter dans le bien, effectivement, voilà, puisqu'ils n'auront pas le droit. Voilà, et puis qui ne veulent surtout pas toucher de loyer. Alors donc pourquoi on ne veut pas toucher de loyer aujourd'hui ? Parce que probablement on est assez fortement fiscalisé, puisqu'aujourd'hui les revenus locatifs, on va dire, sont l'objet d'une fiscalité assez forte. Donc un certain nombre de gens préfèrent ne pas toucher de loyer, avoir plutôt un investissement de long terme dans lequel ils ne vont pas percevoir de revenus dont ils n'ont pas besoin. Et du coup, ils vont échapper à la fiscalité sur les revenus fonciers. C'est intéressant parce que du coup, on parle d'un investissement, mais on cherche un investissement sans chercher de rémunération à court terme de cet investissement. Exactement. C'est vraiment un arbitrage court terme, long terme. Donc, on refuse, on accepte de ne pas toucher le loyer pour, en contrepartie, à plus long terme, avoir une meilleure équation, je dirais, économique. Donc, on a un couple rendement-risque qui est optimisé, mais la clé d'entrée, c'est effectivement de ne pas avoir besoin de ces loyers à court terme. Et alors, ça veut dire que si on n'achète que la nue propriété, on va acheter moins cher, j'imagine, puisqu'en fait, l'usufruit et la nue propriété ont chacun une valeur, et donc là, on n'achète qu'une des deux valeurs, entre guillemets, du bien immobilier. Exactement. Mais pourquoi je fais ça ? Parce que si je n'ai que la nue propriété, à quoi elle va me servir ? Alors, la grande motivation des investisseurs sur ce type d'investissement, c'est préparation à la retraite, donc c'est l'épargne pour dans 20 ans, 30 ans, très long terme. Et puis l'autre motivation, c'est surtout d'échapper aux aléas du locatif. Donc, préparation à la retraite, constitution de patrimoine, et évidemment, la réduction de prix à l'entrée, elle n'est pas négligeable. Vous pouvez acheter des biens à 50%, 60%, mais parce que pendant X années, vous n'allez pas toucher le loyer. Alors, la différence entre les 60% et les 100%, donc les 40%, pour prendre un cas pratique, c'est X années de loyer. Donc, dans certains cas, 20 ans, 25 ans, ou 15 ans, ça dépend après de la durée dans laquelle on investit. Mais donc le delta, c'est vraiment une somme de loyer touchée en réduction de prix immédiate. Et donc l'autre chose qui intéresse beaucoup les investisseurs, c'est de se dire, je ne prends pas d'aléa.
C'est-à-dire que d'abord, je n'ai pas de gestion, donc c'est grande sérénité dans son investissement, et puis pas de risque, c'est-à-dire vous n'avez pas de risque d'impayé, puisque vous avez, entre guillemets, perçu vos loyers à l'entrée. Oui, parce que la personne qui habite le bien ne peut pas vous appeler en vous disant il y a un problème de chauffage ou il y a un problème de plomberie ou autre, parce que vous n'êtes pas tenu aux engagements du propriétaire. Pour bien comprendre l'avantage pour l'investisseur, ou en tout cas le mécanisme pour l'investisseur, il faut se poser la question de ceux qui vont vendre la nue propriété, puisque à terme, on récupère l'intégralité de la propriété de l'appartement. Bien sûr, alors l'objectif, c'est à terme de récupérer 100% de la pleine propriété. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait juridiquement sans aucune formalité. D'accord. Juridiquement, c'est très facile et très simple. Et évidemment, au terme, l'idée, c'est soit de revendre en encaissant une plus-value, soit d'occuper, si jamais on avait une velléité d'utiliser le bien, soit à ce moment-là de mettre en location, parce que probablement, on est à une étape de sa vie où on est moins fiscalisé. Donc typiquement, vous êtes un actif, vous êtes peut-être dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous dites, oh là là, moi j'ai pas envie avec CSG, CRDS de me voir capter 50% de mes revenus, enfin 47,2, bien sûr, ici. Mais par contre, peut-être qu'à 65 ans ou 70 ans, vous aurez une ponction fiscale qui sera bien redescendue, et là, vous pourrez peut-être faire du locatif. Mais alors, du coup, en fait, on récupère 100% de la propriété de l'appartement le jour où les occupants décèdent ou décident de vendre l'appartement. Il y a plein de montages différents. Effectivement, Monetivia œuvre dans l'ancien, et effectivement, ce sont des particuliers derrière qui, en direct, détiennent l'usufruit. D'accord. Alors, il y a plusieurs formules possibles, mais soit c'est des gens qui ont gardé un usufruit pour une période bien précise, donc ils s'en vont parce ça correspond à leur projet. Soit, et c'est effectivement un des créneaux forts de Monetivia, c'est de s'adresser à des personnes âgées qui vont vouloir monétiser un bien avec une formule qui là aussi, pour elles, est une alternative à une autre formule existante qui est la vente en viager. Bien sûr. Et alors là, on va récupérer le bien quand les occupants seront décédés. Donc, avec un terme qui est pas forcément très précis, très défini au départ. Donc là, ça veut dire qu'on est un couple de personnes âgées. Et pourquoi est-ce qu'on irait vendre la nue propriété de son appartement pour garder l'usufruit ? Alors aujourd'hui, il y a il y a une part énorme du patrimoine des seniors qui est dans l'immobilier. La moyenne, c'est 70%, mais c'est une moyenne. À Paris, on peut être beaucoup plus haut. On a fréquemment, nous, des clients qui viennent nous voir et qui ont 98% de leur patrimoine dans l'immobilier. Alors, ils ont besoin de récupérer des liquidités pour vivre. Bien sûr. Donc, par exemple, ils veulent faire des donations à leurs enfants, de liquidités aujourd'hui, pour leur donner un coup de pouce. Ils veulent se créer du revenu complémentaire à la retraite. Ils veulent, pour certains, c'est plus prosaïque, ils ont besoin de financer la dépendance d'un conjoint. Voilà, il y a plein de raisons de vouloir récupérer des liquidités. Et c'est un schéma possible, parmi d'autres, qui le permet. Parce que ça évite de vendre l'intégralité du bien, on peut continuer à l'habiter, simplement on n'a plus la nue propriété, et quand on n'a plus la nue propriété, automatiquement le bien revient à celui qui est propriétaire de la nue propriété le jour où il n'y a plus d'usufruitier. Exactement, c'est exactement ça. Le schéma, il est par définition voué à s'éteindre à la fin. D'accord. C'est-à-dire qu'au final, l'usufruit est forcément, je dirais, temporaire, en tout cas il n'est pas éternel, et donc au terme, il s'éteint, juridiquement on dit qu'il s'éteint, et le nu propriétaire va devenir usufruitier à son tour et donc plein propriétaire. Alors avant de passer peut-être aux différences qu'on peut voir avec le viager, ça vous arrive de voir par exemple des ventes d'usufruit avant le terme parce que les projets ont changé ou autre Alors c'est tout à fait possible, c'est assez rare mais c'est tout à fait possible. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui n'ont pas de velléité de rester à vie dans un bien et qui sont capables d'arbitrer parce que peut-être souvent ils ont deux biens par exemple, donc résidence principale, résidence secondaire, et ils vont dès 70-75 ans dire la maison secondaire ou bien le pied-à-terre, je le garde que 10 ans, je le garde que 15 ans, et puis après, je rendrai les clés. Ça, on le voit de plus en plus. Et donc, ils vendent la nue propriété quelques années avant, et ensuite... Ils vendent la nue propriété, ils gardent 10 ans ou 15 ans, une période bien définie d'usufruit qu'ils ont eux-mêmes définie. Et donc, à la fin, par définition, ils rendent les clés. Alors ça, on le voit de plus en plus. Ils rendent les clés, oui, parce que ça leur permet de sortir l'actif de leur patrimoine à eux, c'est ça ? Du coup, voilà, ils vont toucher peut-être 60-65% de la valeur du bien, tout en restant dedans 15 ans, donc ça les intéresse. Et puis, par contre, là, il n'y a pas de velléité de pouvoir rester à vie, parce que c'est un schéma... c'est un projet de vie qu'ils assument totalement d'arbitrer avec une période bien définie. Et ça, effectivement, c'est une tendance aussi qui émerge versus l'autre tendance versus l'autre possibilité qui, elle, est plus ancestrale, de se dire je vais conserver le bien à vie sans savoir combien de temps je vais vivre. Alors là, qui amène d'autres questions. Et là, on revient effectivement sur un fonctionnement assez similaire au viager. On pourrait comparer ça au viager Alors, si vous voulez, nous, on n'aime pas cette comparaison parce qu'il y a des grosses différences, mais par essence, vous avez un utilisateur qui va vendre et rester à vie dans le bien. Ça ressemble, et puis qui est une personne âgée. Et un autre qui récupérera le bien à la fin. Donc, ça ressemble beaucoup au viager. Après, la question, c'est comment on structure ça financièrement et juridiquement pour justement
échapper à l'aléa viager, parce que le problème du viager, c'est que vous avez un aléa monstrueux qui est que vous avez un prix qui est fabriqué à partir d'une espérance de vie. Ce qui est un aléa par construction. Donc, vous prenez quelqu'un qui a une espérance de vie de 17 ans, en pratique, vous ne savez pas s'il va vivre 5 ans ou 25 ans. Oui, bien sûr. Et puis, du coup, ça amène l'investisseur à se poser la question et à parier, entre guillemets, sur l'espérance de vie de la personne. Alors, sur le viager classique, l'idée, c'est de parier, c'est d'utiliser cet aléa. Il y a des gens que ça intéresse de parier dessus. Alors après, bon, est-ce que c'est moralement acceptable ou pas? On peut le discuter, puisque dans le viager à l'ancienne, vous enrichissez, vous avez un coup de booster sur votre TRI parce que vous récupérez le bien plus vite en cas de décès. Alors c'est justement nous, chez Monetivia, ce qui ne nous plaisait pas. Et donc on a souhaité construire une solution qui va, gérer cet aléa et qui va le neutraliser. D'accord. Et tout l'objectif du contrat Monetivia qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans déjà, c'est de bâtir un prix qui va être ajusté dans la durée en fonction de la durée réelle d'usage du bien. Pour éviter que quelqu'un qui vit moins longtemps que prévu, je dirais, se fasse un peu spolier, ou enfin en tout cas fasse une mauvaise affaire, la famille. Et de l'autre côté, avoir aussi un investisseur qui sait exactement où il va et qui ne s'embarque pas dans une formule où peut-être qu'il pensait le récupérer au bout de 15 ans et il va le récupérer au bout de 25 ans. Donc, et donc comment on fait dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a pas un seul prix d'entrée, c'est-à-dire qu'on peut On a un prix d'entrée, mais on ne s'arrête pas là. C'est la grosse, je dirais, différence avec Monetivia, c'est que derrière, on met en place des mécanismes de protection des deux parties qui vont permettre de réviser le prix dans le futur. Alors, révision de prix dans le scénario 1 de vie plus courte que escompté, c'est tout simplement un complément de prix. Donc, c'est un capital complémentaire qui est versé à la succession. Et du coup, la succession ne se fait pas avoir. On est sur une transaction qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Et puis, de l'autre côté, on a l'alternative numéro 2, où le senior vit plus longtemps que les statistiques. C'est pas grave, on est content pour lui. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'assureur Allianz qui, cette fois, prend en charge ce risque et va indemniser, dans ces cas-là, l'acheteur tant que la situation perdurera. Et alors, de manière plus générale, j'allais vous poser la question pour conclure des risques. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais le risque pour l'investisseur de passer sur la nue propriété, c'est quoi? C'est justement ce manque de visibilité sur le temps d'investissement? Pas que c'est un risque parce que c'est assumé dès le début. Donc, c'est clair. On sait que dans cette formule-là, en tout cas, quand on n'est pas sur des démembrements temporaires, on sait qu'on a un horizon de sortie en termes de timing qui n'est pas maîtrisé. Le risque, il est avant tout immobilier. C'est un risque marché. Bien sûr. Ça, il ne faut pas le négliger parce que... Alors, c'est vrai qu'à Paris, on est un petit peu déformé puisqu'on depuis, 30-40 ans, on a toujours une courbe. On a du mal à voir l'immobilier baisser. Mais c'est fondamentalement le risque numéro 1 dans ce type d'investissement, c'est que vous êtes sur un investissement immobilier. Alors vous avez un effet de levier, ce qui est intéressant au départ, mais on ne va pas vous prédire que le marché immobilier parisien va monter comme ça à l'infini, puisqu'on n'en sait rien. Et alors à Paris, et puis surtout dans d'autres régions, peut-être que le marché est moins lisible. Donc c'est les variations de prix, effectivement, de l'immobilier qu'il faut regarder de très près quand on est investisseur. Vaut mieux. Merci beaucoup Thomas Abinal. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Monetivia. C'est moi qui vous remercie, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous demander à quoi va ressembler votre livret A en 2022 et surtout tenter de comprendre pourquoi son taux devrait progresser alors qu'il avait été abaissé à 0,5% en 2020. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Florence Legros, économiste et directeur général d'ICN Business School. Bonjour Florence Legros. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons le plaisir de recevoir également Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Héloïse Boll. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors, une émission où on va se poser un petit peu la question de la hausse du livret A. Je rappelle que donc, le taux du livret A est actuellement fixé à 0,5%. Il était à 0,75% avant, sur une durée de 4 ans, entre 2016 et 2020. Florence Legros, pourquoi est-ce qu'on se pose la question en début 2022 d'augmenter ce taux alors qu'on avait l'habitude de voir ce livret A qui était pas au plancher mais presque à 0,75, 0,5%. On n'était pas sur des hauts taux de rémunération. Alors il n'est pas non plus question de passer à des hauts taux de rémunération, mais parce que c'est réglementé tout simplement. Donc le taux de rémunération du livret A, en fait, il est fixé en fonction de l'inflation d'une part et de la rémunération à court terme, enfin des taux courts de l'autre côté. Bien sûr, et donc du coup, comme l'inflation a eu tendance à augmenter, il y a un ajustement qui est prévu de la rémunération du livret A.
C'est ça, parce qu'on entend en fait assez souvent que tous ces placements garantis offrant des faibles niveaux de rémunération sont des placements où on perd de l'argent en lien avec l'inflation, puisque du coup l'inflation augmente plus vite que les taux de rémunération. Pourquoi est-ce que du coup là en 2022, en fait, comme le taux est indexé sur l'inflation, en fait, pour bien comprendre comment il est calculé, on est obligé réglementairement de l'augmenter un petit peu en lien avec la hausse des prix? Oui, alors c'est une décision qui relève à la fois du gouvernement et de la Banque de France. D'accord, oui. Et donc, effectivement, donc il y a une augmentation qui est à prévoir. Alors après, il y a une histoire d'arrondi, donc c'est qui laisse supposer qu'il peut y avoir une fourchette de fixation du prochain taux du livret A. Et donc, on parle de 0,8 à 1%. Oui, c'est ça. Et c'est les propositions de la Banque de France qui seront ensuite proposées au gouvernement et c'est le gouvernement qui tranchera. Et d'ailleurs, Héloïse Boll, pour rester dans l'actualité, on a entendu Jean Castex dire qu'il n'y aurait pas de coup de pouce supplémentaire sur le livret A. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement dise tiens, on va aider un petit peu plus la rémunération de ce livret A et finalement, ce n'est pas le cas. C'est un instrument très politique aussi, la rémunération du livret A, même s'il y a quelques années, on s'est contraint à mettre justement une formule un peu fixe, justement pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop utilisé comme instrument politique. Évidemment, l'épargne des Français, c'est quand même un sujet politique, et la rémunération de l'épargne, c'est un sujet politique. En revanche, il n'y aura peut-être pas de coup de pouce supplémentaire sur le livret A, mais pour les ménages modestes, il y a le livret d'épargne populaire qui devrait probablement voir son taux passer à entre 2 et 2,1%. D'accord. Et ça, finalement, ça permet de protéger un petit peu les ménages modestes contre l'inflation, et un peu mieux en tout cas que le livret A à 0,8 ou 1%. Et donc finalement, politiquement, protéger les ménages modestes contre l'inflation, le job sera fait avec le livret d'épargne populaire. Le problème, c'est que le livret d'épargne populaire, il y a 15 millions de personnes qui pourraient en bénéficier, et aujourd'hui, il y a 7 millions de titulaires. Donc il y a un sous-recours à ce produit-là qui est vraiment et comment on l'explique ça, réglementé. Visiblement, ça pose un petit souci de gestion aux banques, parce que le livret d'épargne populaire, il est réservé à un certain nombre de foyers, notamment ceux qui... il est attribué sous conditions de ressources, en fait. Sûr, oui. Pour une personne seule, il faut un revenu fiscal de référence qui dépasse un petit peu 20 000 euros par an. Donc ça veut dire que si vous voulez maintenir votre livret d'épargne populaire, tous les ans, il faut que vous soyez en mesure de justifier son salaire, ou en tout cas ses revenus. Et donc pour les banques, c'est quand même un petit travail administratif supplémentaire et une contrainte. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être automatisées, qui font que le livret d'épargne populaire va être proposé un peu plus généralement, mais donc une protection contre l'inflation avec ce livret d'épargne populaire. Il y a besoin de protéger les ménages modestes contre l'inflation. Après, des ménages qui ont leur livret A au taquet, qui ont 23 000 euros ou 22 950 euros dans leur livret A, c'est qu'en général, ils ont d'autres épargnes par ailleurs et qui ont plutôt des revenus confortables. Ces personnes-là peuvent avoir d'autres façons de se protéger contre l'inflation elles doivent mettre une partie de leur épargne pour une épargne de précaution dans leur livret, mais elles ont d'autres façons de se protéger contre l'inflation. Et alors justement, le livret A, je regardais les chiffres, 54,9 millions, soit près de 55 millions de personnes détiennent un livret A en France. Florence Legros, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, justement, alors qu'on a dit en introduction que le livret A n'était pas protégé contre l'inflation, puisque le taux est inférieur à la hausse des prix en France? Oui, alors les Français ont aussi quasiment un record du monde des dépôts sur les comptes courants. Oui, donc, oui, sur les comptes à vue, bien sûr. Donc il y a bien pire comme non-protection contre l'inflation. Et donc, c'est un peu la tradition, effectivement. Donc c'est défiscalisé, faut quand même le dire. Et donc, ce que disait Héloïse aussi à l'instant, c'est qu'il y a donc des gens qui profitent de cette défiscalisation en étant effectivement non protégés contre l'inflation, mais en l'occurrence en étant
justement en ayant atteint le plafond de dépôt et donc, quelquefois sont un peu au-dessus du plafond par le jeu des intérêts capitalisés. Et donc voilà, il y a cette, et puis il y a probablement un manque d'éducation financière. Donc qui fait que en fait c'est l'épargne de précaution qui est utilisée de manière assez régulière, comme encore une fois comme les dépôts sur les comptes courants. Et donc ça veut dire qu'en fait ça rassure d'avoir de l'argent liquide sur des placements, enfin, ou sur son compte courant, là effectivement c'est liquide par essence, ou même sur un placement ultra liquide comme le livret A. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire de ce point de vue-là, et une belle expérience pour comprendre un petit peu la manière dont l'épargne s'est allouée. Et en fait, on voit bien que quand le moral des Français est un peu en berne, donc il y a eu ce surcroît d'épargne, donc il y a l'épargne du confinement. Donc là, les gens n'ont pas pu dépenser leurs sous. Mais en fait, ce qui est la destination de cette épargne a été au départ plutôt sur de l'épargne très liquide, donc compte courant ou livret. Et puis elle commence maintenant à se réorienter, mais à nouveau, on n'est pas sur de l'épargne à très très long terme, on est sur de l'assurance vie. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on passe d'un livret A à une assurance vie. Donc ça reste effectivement, on peut même y retrouver les mêmes garanties en fonction des choix d'allocation qu'on fait au sein d'une assurance vie. Exactement. Et c'est plutôt de l'assurance vie en euros. Hein, donc du coup, on a là aussi une protection contre l'inflation qui est certaine, enfin, qui sur le long terme n'est pas optimale. Alors on va se poser la question de l'inflation dans un instant. Juste avant, Héloïse Boll, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est une des raisons d'être d'Oseille et compagnie. Est-ce qu'on peut envisager pour un épargnant français, est-ce qu'ils peuvent envisager constituer son patrimoine sans passer par le livret A aujourd'hui en 2022 ? C'est difficile. En fait, c'est quand même très important dans un patrimoine constitué de façon à peu près rationnelle d'avoir une épargne de précaution. Vous ne pouvez pas avoir tout votre argent en immobilier et aucun euro de côté pour l'entretenir. Vous ne pouvez pas avoir tout votre argent en bourse et être obligé de vendre à la casse si vous avez besoin de récupérer de l'argent. C'est important d'avoir quand même des liquidités disponibles, donc soit sur un livret A, soit sur un livret de développement durable et solidaire. Enfin, et ce sont des montants qui sont toujours trop élevés chez la plupart des Français. On dit qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de revenus disponibles pour pouvoir faire face à un gros coup dur, en fait. Moi, je recommande, et je ne suis pas toujours suivie, mais je recommande aux personnes qui sont indépendantes, qui ont des petites entreprises et qui sont à leur compte, qui ont besoin de trésorerie, de ne pas avoir ces mêmes montants, parce que ces gens-là, finalement, qui sont moins bien couverts socialement, etc., ont besoin d'avoir une épargne disponible, même si elle est mal rémunérée, un peu plus élevée. Donc en fait, il faut une épargne de précaution, et le livret A, parmi d'autres, en fait, permet d'avoir cette épargne de précaution. Et il ne faut pas regarder que le taux, c'est ce que vous nous dites. C'est que quand on veut placer, il faut regarder donc il y a le rendement, le risque, mais aussi la liquidité. La disponibilité des fonds, c'est très important. Et c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles, pendant la crise sanitaire, les contrats d'assurance vie ont connu une décollecte, même les fonds en euros, parce que il y a quand même une loi depuis quelques années qui fait que s'il y a un crack très fort et qu'il y a un risque systémique, on peut geler les avoirs des contrats d'assurance vie. Donc on ne peut pas avoir tout son argent sur des contrats d'assurance vie en euros non plus. Il faut de l'argent liquide. Et tant pis si cette masse d'épargne de précaution qui est vraiment destinée à faire face aux coups durs, elle n'est pas très bien rémunérée, voire rémunérée en dessous de l'inflation. C'est une sécurité qu'il faut avoir malgré tout. Florence Legros, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, d'aller sur des produits qui offrent un plus haut niveau de rendement, justement pour contrer l'effet inflation. Mais en même temps, tous n'offrent pas les mêmes garanties. Quand on investit en private equity, par exemple, on a de l'argent bloqué pendant une quinzaine d'années. Donc là, on a des taux beaucoup plus intéressants. Mais en même temps, c'est de l'argent dont il ne faut pas avoir besoin à court terme. Donc quand on regarde ce sujet inflation, rendement, mon épargne, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de naviguer dans ce contexte-là.
Oui, c'est vrai, mais pour rebondir sur ce que disait Héloïse, la question, c'est celle de la destination de l'épargne. Donc, effectivement, il est raisonnable d'avoir... c'est amusant, d'ailleurs, que Héloïse dit « je ne suis pas toujours suivie ». Quand je dis à des gens qui ont un profil risqué professionnel, en fait, ce qu'elle leur dit simplement, c'est diversifier vos risques. C'est-à-dire, vous êtes risqué professionnellement, donc... arrêtez de prendre du risque partout. Arrêtez de prendre du risque partout. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, en fait, les Français cumulent des niveaux de risque qu'ils n'imaginent pas. D'accord. Alors même qu'ils sont les champions du compte à vue et du livret A. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que selon le profil professionnel, par exemple quelqu'un qui est fonctionnaire, en fait, il peut avoir toute son épargne en action. Oui, en fait, bien sûr. Voilà. Oui. Et en fait, c'est jamais le cas. Et donc voilà. Donc les gens cumulent des niveaux de risque qui sont assez... C'est-à-dire que les gens qui ont entre guillemets des vies professionnelles peu risquées ont des investissements peu risqués, et alors ceux qui ont des vies professionnelles plus risquées seraient enclins à prendre plus de risques sur leur patrimoine. Ils prennent plus de risques sur leur patrimoine, ils cumulent des risques. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, monsieur machin qui va être dans une entreprise privée qu'on va appeler peut-être Oseille et compagnie, et donc, en fait, il va prendre des actions Oseille et compagnie pour sa retraite. Donc c'est quand même très très paradoxal. Oui, donc il met tous ses œufs dans le même panier pour le coup, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, mais la question pour répondre à votre question, la question c'est qu'est-ce que je veux faire de mon épargne ? Je veux dire, si je veux léguer, parce que j'ai autre chose pour vivre pendant ma retraite, par exemple, j'ai aucune raison de liquéfier mon patrimoine immobilier. Bien sûr. Ouais. J'ai aucune raison, après tout, de liquider un portefeuille action si je veux léguer à mes enfants. Il peut y avoir d'autres raisons un peu fiscales, un peu différentes. Bien sûr. Mais en l'occurrence, la question, c'est une question d'horizon. Donc, par exemple, vous disiez que sur du private equity, ou même, de toute façon, plus largement sur les actions, la probabilité de faire une perte nulle sur les actions est exactement égale à 0 au bout de 20-25 ans de détention. Et donc ça, c'est immuable. Sur données historiques, on le montre très bien. Donc, c'est bon pour faire de l'épargne retraite. Mais il faut le savoir. Encore faut-il avoir... Bien sûr, voilà. Et donc, mais on ne va pas sur un livret A pour sa retraite, pour le coup. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Enfin... Moi, je le conseillerais. Donc on se pose la question de la destination toujours de l'épargne. Il faut poser la question de la destination de l'épargne et puis se poser la question de savoir effectivement qui on est et quel est notre degré quel est en capital humain, est-ce que j'ai du risque ou non, et donc qui peut me permettre en fait d'allouer mon épargne différemment. Héloïse Boll, pour conclure, c'est vrai qu'on parle de la destination de l'épargne. Quand on parle de private equity, on sait dans quoi on investit. On investit dans les sociétés. Quand on investit en bourse, on achète des actions de bourse. Quand on investit sur son livret A, est-ce que les gens qui investissent sur un livret A savent où va leur argent ? Est-ce qu'on se pose cette question-là ou on se pose juste la question de la liquidité ? Je pense que c'est pas ce qu'il y a dans l'esprit dans l'esprit des épargnants. Bien sûr. La plupart du temps. L'idée, c'est qu'il y a effectivement une grosse partie de financement du logement social, mais il y a pas mal d'autres choses maintenant aussi un peu plus à la marge. Mais je crois que c'est pas vraiment. C'est pas vraiment ce qui est dans la tête des épargnants en premier lieu. En premier lieu, c'est qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible. Voilà, quelle est la promesse entre disponibilité, risque et rendement ? Pour certains, qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible pour ma retraite ? Et donc là, effectivement, il faut expliquer Bien sûr, que non, ça ne fonctionne pas pour de l'épargne de très long terme. Et qu'il y a probablement un pas à franchir vers plus de risques. Et c'est ce pas-là qui est très difficile à franchir, même pour les épargnants très plus avertis non, très à l'aise financièrement, en fait. D'accord. Quand vous avez quand vous avez 3 000 € et que c'est votre seule épargne, évidemment, vous n'allez pas la mettre en risque. Quand je reçois des clients qui ont 200 000 € entre leur livret et des comptes à vue, là, il y a il y aurait possibilité de prendre du risque, mais effectivement... en disant, il va falloir, sauf si vous comptez investir cet argent-là dans l'immobilier, par exemple, à très court terme, il va falloir trouver autre chose, parce que là, pour le coup, vous prenez un risque de voir se déprécier beaucoup d'argent. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie, conseillère en gestion de patrimoine. Merci également Florence Legros, économiste et directeur général d'ICN Business School. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.